Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette conférence sur la gestion des batteries en fin de vie. On va faire rapidement un petit tour de table afin que chacun puisse se présenter. Et donc, je vous laisse d'abord la parole. Bonjour, Baptiste Pancard, je suis directeur des opérations chez l'éco-organisme Batterybox. Merci, bonjour à toutes et tous. Tess Pozzi, je suis en charge des affaires publiques au sein du groupe de Richebourg, qui est une entreprise de recyclage de métaux française. Et je suis également présidente de la filière déchets d'équipements électriques et électroniques au sein de Federec. Bonjour à tous, Louis Dutrier. Donc moi je suis directeur général de la société Lumiver, basée dans les Hauts-de-France. Bonjour, je m'appelle Philippe Bodenez et je suis chef du service santé, environnement, économie circulaire au ministère de la Transition écologique. Et bonjour à tous, je suis Claude Clémenté, j'interviens au sein d'ABF Décision, spécialiste des aides publiques, et je suis le référent économie circulaire et partenaire d'ABF et partenaire de Federec. Très bien. Et donc, pour terminer, donc, je suis Evalus Bailly, je suis chargée de mission pour Federec sur les D3E et les batteries. Ah. Bon, bah du coup, je pensais qu'il y avait des slides, mais... Alors... Un bref rappel historique de la REP donc, qui nous amène aujourd'hui, puisque le règlement européen donc, de 2023 est entré en vigueur au 18 août 2025, mais ce n'est pas la création de la REP batterie. Auparavant, on a un premier texte de 91 qui parlait à l'époque des piles et des accumulateurs, et donc qui constituait essentiellement des obligations pour les États membres en termes de marquage, d'information et d'extraction par le consommateur des piles et accumulateurs. Il faut attendre la directive de 2006 pour avoir une REP comme on connaît aujourd'hui et qui a été en vigueur jusqu'au 17 août 2025. Cette REP était divisée en 3 catégories, les batteries et accumulateurs portables, les batteries et accumulateurs industriels et les batteries et accumulateurs automobiles. Le règlement européen change la donne puisqu'il introduit désormais 5 catégories. On conserve les batteries portables. On a ensuite les batteries de moyens de transport légers, donc qui sont trottinettes électriques, vélos électriques, overboard, gyroroues, voilà, ce genre de moyens de déplacement personnel. On a ensuite les batteries donc, de démarrage, éclairage, allumage, donc qui sont ce qu'on connaît en anglais les batteries SLI. On a aussi les batteries industrielles et enfin ce qu'on appelle les batteries de véhicules électriques et hybrides. Ce qu'on entend par là, c'est donc effectivement pas les SLI, mais du coup plutôt les batteries de traction. Ce que change cette REP, elle introduit de nouveaux objectifs, plus important de recyclage, notamment sur le cobalt, le lithium et le nickel, puisqu'effectivement, la directive de 2006 imposait essentiellement des obligations de recyclage sur le plomb. On va avoir aussi des obligations d'incorporation de matières recyclées à partir de 2027, et aussi une obligation de réemploi, ce qui est assez nouveau sur cette REP. Donc je vais maintenant passer la parole à Batterybox. Comment est-ce que les producteurs ont anticipé l'avenue de cette REP, donc de passant de 3 à 5 catégories? Alors donc Batterybox, nous on est une entreprise à but non lucratif qui a été agréée par l'État. On collecte depuis 1999 les piles et batteries portables. Ensuite on a démarré la collecte des batteries MTL dès 2020. Et on a développé la collecte des batteries industrielles sur demande depuis quelques années. Donc quand la REP batterie est apparue, c'était une évidence pour nous de nous placer sur l'ensemble des catégories de batteries, puisqu'on souhaite apporter à nos adhérents un service unique sur la partie batterie. Et donc en fonction des produits qui sont vendus avec des batteries à l'intérieur, les producteurs versent une éco-contribution en échange. On leur assure la collecte et le traitement des batteries usagées. Donc on a monté notre dossier de demande d'agrément, on a été agréé depuis le mois d'août. Et on a quelques enjeux et défis à relever sur cette nouvelle filière de batteries qui concerne principalement les stocks dormants, puisque aujourd'hui il y a un certain nombre de stocks qui sont répartis un peu dans certaines entreprises et qui n'avaient pas forcément de solution auxquelles on va apporter
une solution aujourd'hui. Un enjeu d'identification et de mise en conformité des différents producteurs. Donc concrètement aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui viennent vers nous, qui se renseignent pour savoir comment les choses se font, et nous on leur indique leurs obligations pour se mettre en conformité et le service qu'on leur propose. Donc nous on a une particularité, c'est qu'on essaie de proposer un service principalement français, avec de nombreux collecteurs et de prestataires de traitement en France quand c'est possible. À l'étranger, quand on n'a pas de solution forcément complète en France. Et donc on a une quarantaine de prestataires qui assurent la collecte, le tri et le traitement de ces batteries, avec un enjeu de sécurisation important, puisque sur les batteries lithium, on a des risques qui sont liés aux incendies de ces batteries. Donc on met en place des systèmes de stockage pour éviter ces problèmes, et on essaye surtout d'éviter d'avoir des stocks importants chez nos prestataires pour avancer rapidement sur le tri et le traitement. On a également un enjeu actuellement qui est la mise en place de l'éco-organisme coordinateur, où on va avoir une répartition des volumes qui sont dans les différentes collectivités entre les différents éco-organismes qui sont agréés sur la filière. Et les défis qui sont devant nous, c'est surtout donc la mise en place de solutions logistiques pour collecter toutes ces différentes batteries. Sur les batteries industrielles, il y a beaucoup de différents types de batteries, et chaque demande nécessite une analyse pour voir de quel type de batterie on parle, quelle technologie, quelle façon de la transporter, de la récupérer. Donc tout ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a également un enjeu sur la partie des Drumcom, avec un enjeu de collecte de volume qui était stocké auparavant et qui sont à faire revenir sur le territoire français. Et on a un enjeu principal aujourd'hui qui est d'éviter la constitution de stock et de faire en sorte qu'il y ait un roulement rapide. La bonne nouvelle, c'est que par rapport à l'année dernière, sur le traitement des batteries lithium-ion, on a des capacités de traitement qui sont plus importantes. Aujourd'hui, on a des demandes des centres de traitement qui sont plus importantes que les volumes qu'on peut leur apporter. Donc ça, c'est une grande différence par rapport à l'année dernière. Donc ça va dans le bon sens. Et on a vu également, suite à la mise en place de notre appel d'offres, un intérêt grandissant des prestataires, puisque pour vous donner une idée, on avait une vingtaine de demandes de dossiers à notre dernier appel d'offres, et là aujourd'hui on est à plus de 70 demandes. Donc ça génère un intérêt pour les prestataires de se placer sur cette nouvelle filière qui est en cours de construction. Voilà, je vais passer. Merci. On va passer maintenant au point de vue des recycleurs. Tess et Louis, quelles sont les adaptations mises en œuvre dans vos métiers et quels sont vos projets en cours sur les batteries? Merci Evalus. Donc, je vais commencer par dire quelques mots sur De Richebourg Environnement pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas l'entreprise. Donc De Richebourg, c'est un groupe familial français qui est implanté aussi dans d'autres pays d'Europe, mais principalement en France, qui est spécialisé dans le recyclage des métaux. Donc on a produit plus de 5 millions de tonnes de métaux recyclés l'an passé, avec plus de 5000 collaborateurs. Donc c'est une grande entreprise qui est leader en France sur le recyclage des véhicules. Et donc c'est par une suite logique qu'on recycle aussi les batteries. Historiquement, les batteries de véhicules thermiques, donc les batteries au plomb. Et aujourd'hui, on s'adapte à l'évolution du gisement qui fait suite à l'évolution du parc automobile. Et donc, on a des investissements qui sont dans la continuité de la filière plomb, puisqu'on a décidé de s'intégrer verticalement en France sur toute la chaîne de valeur du plomb. Aujourd'hui, on a une affinerie de plomb recyclé en Espagne et nous avons un investissement prévu en Normandie
prochainement pour pouvoir valoriser intégralement les batteries au plomb sur le territoire national. Donc là, c'est vraiment depuis la collecte au recyclage à l'activité de métallurgiste qu'on va se développer en France. Même si les véhicules électriques vont être amenés à se développer, on aura toujours des batteries au plomb dans les voitures électriques. Alors ce ne seront pas les mêmes types de batteries au plomb, mais il en restera. Donc disons que dans les prochaines décennies, cet investissement sera aussi pertinent, même quand on aura un gisement de véhicules thermiques qui sera un peu plus faible, sachant que la durée de vie moyenne d'un véhicule qu'on est amené à recycler aujourd'hui, c'est 20 ans. Donc les véhicules qu'on achète encore aujourd'hui, qui sont quand même globalement largement des véhicules thermiques, on sera amené à recycler les batteries encore pendant un nombre important d'années. Et sur la filière des véhicules électriques, le groupe a également décidé d'investir dans le recyclage, donc à une étape intermédiaire. On ne va pas jusqu'au raffinage, mais on investira dans une usine de production de black mass, donc de broyage des batteries de véhicules électriques pour extraire la black mass, qui sera ensuite raffinée pour alimenter des gigafactories de production de batteries. Et donc on a choisi de porter cet investissement de manière conjointe avec le groupe coréen LG, donc qui est un des plus grands fabricants mondiaux de batteries pour véhicules électriques. Et donc c'est une manière, disons, pour cette co-entreprise d'être vraiment d'avoir un partenariat sur toute la chaîne de valeur, du recyclage jusqu'à l'incorporation de matières recyclées dans la production de batteries neuves. Donc ça sécurise aussi le projet à l'heure où on voit quand même les projets de batteries ou de production de batteries qui, d'une année sur l'autre, n'ont pas beaucoup de visibilité, avec des projets qui malheureusement ont aussi été jetés à l'eau finalement. Donc là, ça nous apporte des garanties de débouchés pour les matières recyclées à partir des batteries de véhicules électriques. Et par contre, on a aussi des challenges au-delà des investissements sur la réorganisation de cette filière avec, comme l'expliquait Evalus, le principe de responsabilité élargie des producteurs, donc de la REP, qui va couvrir toutes les catégories de batteries, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui sur les batteries autres que portables, globalement. Donc là, ça va nous amener quand même à de nouvelles relations partenariales avec les éco-organismes ou les systèmes individuels de certaines marques d'automobiles. Par exemple, le groupe Renault a déposé un dossier de demande d'agrément sur les batteries de véhicules électriques. Donc ça va être quand même sur le plan organisationnel de nouvelles relations contractuelles à mettre en place. L'essentiel, ça va quand même être de gagner en efficacité et de ne pas trop impacter ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc dans ce qui sera nouveau pour les gisements qui vont concerner de Richebourg, donc sur les batteries plomb et automobiles au sens large, on va faire du reporting auprès des éco-organismes, ce qui n'était pas le cas avant sur ces catégories-là. En revanche, il y a la question du risque incendie qu'a évoqué Baptiste aussi, qui est importante sur toutes les catégories de batteries, les D3E, mais les batteries automobiles aussi. Et donc, on a aussi un projet d'investissement sur un site pilote qui interviendra en amont du recyclage pour développer le réemploi et la détection de batteries défectueuses pour les véhicules en fin de vie. Et ça, c'est vrai que c'est une avancée de la filière où on a à gagner en expertise encore sur le réemploi des batteries de véhicules électriques. Et donc, disons que notre force, ce sera de faire ce test pilote à la fois sur cette unité de neutralisation des batteries pour vraiment développer le réemploi en amont du recyclage et de dupliquer ensuite ces usines sur le territoire, puisqu'on a un maillage qui permettra d'alimenter ces installations en gisement, parce que c'est important de pouvoir massifier dans notre secteur. Donc, un des enjeux aussi, mais le représentant du ministère nous en parlera, c'est la nouvelle rubrique ICPE concernant les batteries. Parce que quand on a des investissements, on sait que ça peut aussi prendre du temps à se mettre en œuvre parce qu'on a l'instruction des dossiers de demande d'autorisation qui peuvent être longs. Et là, c'est vrai qu'on a un peu notre visibilité, disons, n'est pas au beau fixe parce qu'on a cette rubrique en création. On ne sait pas trop quelles nouvelles exigences vont s'imposer à nous. Donc moi, j'attends avec impatience aussi votre intervention. Mais je laisse la parole aux représentants de l'Univers pour un autre point de vue de recycleur. Merci Tess.
Donc moi je vais vous parler de l'Umiver. Donc l'Umiver est une société de recyclage, de gestion de déchets, de valorisation. Donc c'est une entreprise familiale, régionale et indépendante qui a été créée en 1999 par mon papa et que j'ai eu la chance de reprendre en décembre 2024. Donc ça va bientôt faire un an. Donc nous on réalise un chiffre d'affaires qui est un peu moins que de Richebourg. Légèrement. Non, mais on reste humble. Et donc on fait 2,1 millions de chiffre d'affaires. On traite 2500 tonnes de déchets par an, donc qui se séparent entre les luminaires, les piles et les D3E. Donc on est 20 collaborateurs aujourd'hui, donc on est une entreprise qui est en croissance. Notre site est situé à Seclin, donc on a un site ICPE sur 4000 m², donc au nord de la France. Aujourd'hui on a 3 certifications, donc on est ISO 9001, 14001 et 45001. Et on est également certifié Willabex pour le traitement des tubes fluorescents. Ensuite, je vais vous parler des enjeux de la refonte de la REP batterie. Donc nous, aujourd'hui, sur la collecte et le tri de piles, on œuvre avec les éco-organismes depuis 2008 sur la collecte et on trie depuis 2011. Donc pour nous, cette refonte, c'est un peu, on va dire, une continuité parce qu'aujourd'hui, nous, on traite essentiellement des batteries portables. On trie des batteries portables, pardon. Et aujourd'hui, ça va être... Il y a 3 enjeux qui ressortent pour nous. Ça va être la conformité et la traçabilité. Donc toujours répondre de la meilleure des façons aux obligations réglementaires. Toujours s'adapter. Il y aura plus de reporting forcément. Ensuite, Tess en a parlé, Baptiste aussi, ça va être les enjeux sur les incendies, donc la gestion des départs de feu, la sécurité de nos opérateurs. Aujourd'hui, nous, on a un système QSE, une responsable QSE qui réalise énormément de formations auprès des opérateurs sur la manutention des extincteurs, comment identifier rapidement dès qu'il y a des petites fumées qui sortent des fûts lors du tri et pour réagir de la meilleure des façons et mettre le problème de côté rapidement. Et ensuite, il y aura une part importante, ça va être sur l'innovation et l'adaptation industrielle, parce qu'aujourd'hui, dans les quelques années à venir, on va avoir de plus en plus de piles à collecter, à trier. Donc c'est un enjeu vraiment grandissant. Et ça va être de savoir comment passer notre site qui est aujourd'hui, on va dire, entre l'artisanat et l'industrie, à pousser vers des adaptations avec de la semi-automatisation sur nos machines de tri pour permettre de trier de plus en plus et avec moins en moins d'erreurs grâce à, je pense notamment à l'intelligence artificielle aujourd'hui, même si on en est encore loin, il y a plusieurs steps avant pour nous. Mais voilà, c'est comment grandir et en collaboration avec les éco-organismes pour avancer vers un meilleur tri. Et ensuite, pour parler de nos projets industriels, donc, en 2020, en discussion avec les éco-organismes, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de traitement sur les batteries de clôture. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est des batteries qui permettent d'électrifier les clôtures de bétail et qu'on retrouve également au sein de la SNCF. Et on a décidé de lancer un projet de traitement de ces batteries qui aujourd'hui, jusqu'à 2020, avait un traitement limité en Europe. Donc on a décidé ça s'est fait en 2 phases. Donc il y a eu la phase d'étude de faisabilité. Donc on a été accompagné par le pôle de compétitivité Team 2 et également l'aide de la région et de l'ADEME qui nous a permis de faire une étude de marché, voir les gisements qui existaient, comment étaient traités ces gisements jusqu'à 2020 et de réaliser des premiers essais pré-industriels pour pouvoir faire des essais sur ces batteries. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques dues à l'humidité qu'il y avait au sein de ces batteries.
Et c'est dans cette étude ça nous a permis de développer un process avec un fournisseur belge qui nous a développé un process, on va dire, innovant pour traiter ces batteries. Donc la phase de développement a pris 1 an et demi. Donc après plusieurs essais, c'est devenu concluant. Et aujourd'hui, on a cette machine qui est sur notre site. On a commencé à traiter les premières tonnes de batteries de clôture. Pour tout vous dire, aujourd'hui, comme tout projet innovant, il y a toujours des surprises. Donc on essuie un peu les plâtres. Mais voilà, on voit le bout du tunnel et avec des améliorations qui continuent à se faire, on va pouvoir, je l'espère, au premier trimestre 2026, pouvoir passer à 100% des capacités de traitement sur cette machine. Merci. Merci pour vos retours. Effectivement, comme l'évoquait Tess à l'instant, en complément donc, de cette refonte d'une REP batterie, on va avoir de nouvelles mesures donc, pour les ICPE, qui sont les installations classées pour la protection de l'environnement. Et donc une création d'une nouvelle rubrique qui va donc s'appeler la 2926, batterie. Exactement. Alors, c'est pas forcément connecté, c'est pas parce qu'on a un changement de réglementation qu'on a voulu créer cette nouvelle rubrique, c'est plus parce qu'il y a un changement de pratique. Et moi, je tiens peut-être quand même à rappeler une chose, c'est qu'en 40 ans, on a vu changer de nombreuses fois la technologie de batterie. On est passé des batteries au plomb, aux batteries nickel-cadmium, puis au nickel-métal-hydrure, et puis ensuite au lithium, puis au lithium-ion, etc. Et maintenant, on est au lithium polymère fer-phosphate, qui va remplacer des technologies qui utilisaient le cobalt et le nickel. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, la technologie des batteries, elle a beaucoup évolué en 40 ans, elle continuera à évoluer encore. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et il faut être capable aussi de l'anticiper. Le deuxième point, c'est qu'on aura de plus en plus besoin de batteries en Europe, parce que si on s'est engagé dans une trajectoire de décarbonation, et notamment de la décarbonisation des transports, en Europe, ce n'est pas seulement pour des raisons d'émissions de carbone, c'est aussi parce que l'Europe ne produit pas de pétrole, contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays du monde. Et donc, contrairement à ce que certains prétendent aujourd'hui, l'Europe, elle a un besoin stratégique d'électrifier son parc de transport pour réduire sa dépendance par rapport à d'autres États du monde dont on voit qu'ils commencent à poser problème. Et donc, dans un contexte comme ça, bon, on a une évolution des technologies et on a une évolution aussi de la manière dont les batteries sont démontées, sont recyclées, sont remanufacturés. Et lorsque on s'est intéressé à cette question, moi je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut continuer à avoir une rubrique sur les déchets de batterie et avoir une autre rubrique sur les batteries en elles-mêmes, parce qu'on voyait arriver le fait que le remanufacturage, c'est-à-dire le fait de rentrer dans une batterie et de changer un module par un autre, on allait avoir des tas de gens qui allaient nous opposer le fait que, ah oui, mais ce n'est pas du déchet, parce que le propriétaire de la batterie, c'est toujours le même. On enlève le module pour le remplacer par un autre, et ce n'est pas vraiment du recyclage, et donc ça n'aurait pas à rentrer dans une rubrique batterie. Or, touiller de la batterie d'une manière ou d'une autre, telles qu'elles existent aujourd'hui, avec les risques d'inflammation, ça présente un certain nombre de risques. Et donc on a dit, il faut qu'il y ait une rubrique qui couvre toutes les opérations qu'on va être amené à faire sur une batterie. Bon, hors stockage dans les véhicules et autres, mais toutes les opérations qu'il y aura à faire à partir du moment où on a démonté une batterie pour la retraiter, entre guillemets, quelque part, il faut que ce soit couvert par la même nomenclature. Bon. Ensuite, cette nomenclature, elle n'est pas affichée à l'écran. Il y a un petit souci sur l'ordre des slides. Je vous prie de m'excuser. Voilà, des slides, voilà. On l'a trouvé. Donc, il y a une première catégorie de batteries. Non, mais j'arrête pas d'épuiser les micros depuis que je suis arrivé ce matin. C'est ma 3e table ronde et les micros n'en peuvent plus. Alors, le public non d'ailleurs. Alors, la première catégorie de batterie, c'est la catégorie A, c'est celle qui présente un risque d'inflammabilité.
Voilà. Donc typiquement, c'est les batteries au lithium. Aujourd'hui, les nouvelles techniques de batteries, c'est super parce qu'elles sont beaucoup plus légères. Elles permettent d'emmagasiner beaucoup plus d'électricité. Il y a juste un souci, c'est qu'elles présentent ce risque d'auto-inflammabilité. Je ne sais pas combien de personnes ont vu dans cette enceinte une batterie au lithium prendre feu. Levez la main. Bon. Convenons que c'est quand même extrêmement impressionnant. Ça met de l'acide fluorhydrique partout parce que c'est bourré de polymères fluorés au passage. C'est pas tout à fait la même chose qu'un incendie d'une batterie avec une autre matière. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces deux classifications, une catégorie risque d'inflammabilité et puis une autre catégorie pas risque d'inflammabilité. Parce que les dispositions techniques qu'il y aura à mettre en œuvre pour les règles de sécurité ne seront évidemment pas les mêmes dans un cas que dans l'autre. Voilà. Ensuite, on a défini, comme on le fait toujours dans ce genre de circonstances, des seuils en dessous duquel on considérera qu'il n'y a pas besoin d'être réglementé. Typiquement, ce qui nous a conduit à fixer certains seuils qui sont dans ce tableau, c'est qu'il ne faut pas qu'un garage commence à être réglementé parce qu'il a 3 batteries qui sont stockées quelque part. Ensuite, on fait démarrer un seuil de déclaration. Donc là, en l'occurrence, le seuil de déclaration, c'est supérieur à 1 tonne, inférieur à 6 tonnes pour les batteries avec risque d'auto-inflammation. On passe ensuite à un régime de permis simplifié dit enregistrement entre 12 tonnes et 50 tonnes. Et ensuite, on passe à un seuil d'autorisation à partir de 50 tonnes. Donc ça, c'est le premier sous-régime, on va dire, c'est le régime pour les installations qui vont traiter des batteries avec risque d'auto-inflammation. Et ensuite, on a les batteries qui ne présentent pas tout. Alors, ensuite, on a les batteries, les petites batteries. Parce qu'on se rend compte que le retour d'expérience en matière d'accidentologie, c'est que ce n'est pas tout à fait la même chose de stocker des grosses batteries, parce que les grosses batteries sont en général stockées à peu près correctement dans des conteneurs, il y a la place, etc. Les petites batteries, le retour d'expérience qu'on en a, après ça peut changer, mais le retour d'expérience qu'on en a, c'est que c'est moins bien géré, c'est moins bien stocké, et donc potentiellement il peut y avoir des risques un petit peu différents. Donc on va avoir des seuils pour des batteries qui vont être différents dans ce cas-là. Et puis la dernière rubrique, c'est ceux qui ne présentent pas ce qui reste après, c'est les activités entraînant l'ouverture ou la destruction de la cellule de la batterie, autres en cas de maintenance, broyage de batterie, où là, on est soumis systématiquement à autorisation. Parce que vous avez les rubriques où on stocke les batteries, où on vient faire du remanufacturage sur la batterie, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la cellule, mais on a une activité quand même de traitement de la batterie. Ça présente un certain niveau de risque. Par contre, à partir du moment où on a besoin de recycler la matière, là, on rentre dans le dur, on va dire, du traitement chimique de la batterie, et donc c'est soumis à autorisation dès le premier kilo de batterie. Donc en fait, on a séparé les sous-rubriques en fonction des risques d'auto-inflammation ou pas d'auto-inflammation, en fonction des tailles de batterie et en fonction du fait qu'on va faire un recyclage chimique de la batterie en question. Et après, on a un seuil de 50 tonnes qui s'applique systématiquement à l'autorisation, y compris, quelle que soit la taille finalement des batteries et quels que soient les risques d'auto-inflammation, parce que c'est un seuil européen qui est fixé sur le traitement des batteries, et donc celui-là, on ne peut pas y couper, c'est soumis à autorisation, point barre. Donc voilà un peu la philosophie qu'il y a derrière cette nomenclature. On voit qu'en fonction des sous-rubriques de la nomenclature, on ne va pas exiger tout à fait les mêmes dispositions techniques, et donc ce sera plus ou moins sévère en fonction du retour d'expérience qu'on a des stockages et du traitement des batteries. Et pour l'instant, on n'a pas encore rédigé les arrêtés techniques qui précisent les conditions d'encadrement de ce type de choses, mais on a déjà commencé pour certains industriels ou certains exploitants qui collectent des VHU par exemple, on a déjà commencé à travailler sur les conditions dans lesquelles on peut stocker des batteries qui seraient démontées d'un véhicule électrique, et notamment qu'est-ce qui se passe si jamais on a une auto-inflammation de la batterie en question, de manière à arrêter rapidement l'incendie. Voilà ce que je souhaitais dire en quelques mots. Merci à vous.
On va passer maintenant, après avoir vu un petit peu les projets, la réglementation, on va passer au financement de projets qui est un petit peu le nerf de la guerre. Et donc pour en parler avec nous, donc notre partenaire ABF Décision, effectivement, quels sont aujourd'hui les appels à projets en cours sur les batteries? Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Evalus. Quelques mots introductifs concernant ABF Décision. Notre métier, ce sont les financements publics. Nous sommes aujourd'hui plus de 170 collaborateurs répartis sur toute la France. Et l'idée, c'est de vous accompagner à la fois pour identifier les bons dispositifs, vous présenter les opportunités, les facteurs de risque, et puis ensuite faire tout le suivi depuis les dépôts et puis accompagner jusqu'à la partie finalisation sur les aides publiques. On va intervenir aussi bien sur les aides territoriales, bien entendu, que nationales et France 2030. On va entrer dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des opportunités, à vous apporter des bonnes nouvelles, parce qu'en effet, il y a aujourd'hui le sujet des batteries est un sujet qui est fortement soutenu par les financeurs publics et il y a différents dispositifs qui vont permettre de l'accompagner. Juste en introduction concernant les aides publiques, quand on parle aide publique, il faut savoir que l'idée, c'est que les aides sont interdites en Europe. Elles vont être là uniquement pour aider des filières à se structurer, pour aider des industries à prendre un tournant, le tournant de la transition environnementale, le tournant aussi des enjeux de souveraineté. Et voilà, c'est aujourd'hui ce vers quoi est-ce que je vais présenter. Premier dispositif, c'est le dispositif ORMAT, Objectif Recyclage des Matériaux. Un dispositif là qui est porté par l'ADEME. Là, l'objectif, c'est d'intervenir sur les enjeux de transition environnementale. Tous les matériaux sont concernés, mais il y a très spécifiquement un enjeu sur les métaux qui va être dédié aux batteries. Et l'objectif, là, c'est de pouvoir proposer des projets de reconditionnement sur vos différentes lignes de traitement ou même des sujets de démantèlement. Donc parmi les typologies de projets qui vont être soutenus, notamment par rapport à la batterie, il y a les sujets de remanufacturing dont on a déjà parlé. ORMAT, c'est la possibilité de financer jusqu'à 80% vos travaux d'études, jusqu'à 60% vos projets d'investissement. L'idée, c'est bien entendu, quand on est sur ces enjeux-là, d'avoir une réelle ambition. L'objectif des aides publiques, c'est d'être offensive, donc de pouvoir aller au-delà des objectifs réglementaires. Donc sur un projet comme ORMAT, l'enveloppe, c'est 3 millions d'euros minimum à mettre en place. Petit bémol, hier était la date de la dernière relève de l'ORMAT 2025, mais l'espoir est là, puisque c'est un appel à projet qui sort de façon régulière, donc pour lesquels il est certain qu'on va retrouver des nouvelles relèves pour un ORMAT 2026. Après l'objectif de transition environnementale, on a un deuxième dispositif métaux critiques qui là va plutôt répondre à l'enjeu de souveraineté. Là on est dans un objectif de poursuivre l'objectif de sécurisation des filières d'approvisionnement sur les métaux critiques. Et parmi les métaux critiques, on va retrouver bien entendu les objets d'électronique, de transition environnementale, mais également de stockage comme les batteries. Donc là, spécifiquement, sont identifiés les métaux comme le cobalt, le lithium. Et l'objectif là, ça va être de pouvoir pouvoir mettre en place des procédés, notamment de recyclage concernant ces différents matériaux. Là encore, on est sur des projets ambitieux qui peuvent être individuels ou collaboratifs. 1 à 3 millions d'euros pour les projets individuels, 3 à 5 pour les projets collaboratifs. Et l'objectif là, bien entendu, ça va être toujours d'avoir une notion d'innovation de façon à pouvoir présenter et proposer des technologies de recyclage qui aujourd'hui ne sont pas encore en phase sur le marché. Troisième enjeu, après l'environnement, la souveraineté, ce sont des enjeux de filière. On est aujourd'hui en France dans une filière automobile qui pèse, qui compte énormément d'emplois. Et l'objectif de la BPI au travers de l'appel à projet auto, c'est justement de soutenir cette filière. Un appel à projet qui est sorti le mois dernier, qu'on apprécie énormément chez ABF Décision, puisque sur le dernier appel à projet, on a eu plus de 80% de réussite, 21 dossiers sur 26 et plus de 100 millions d'euros d'aides qui ont été attribués. Quand on parle de cet appel à projet, maîtriser la conception et la production des véhicules de demain, il faut véritablement entendre les véhicules de demain. Donc là-dessus, on va être autour des véhicules électriques.
Là, tout ce qui concerne le thermique ne va pas être concerné. Sur ce projet-là, on a plusieurs volets. On a le volet 2 qui va être plutôt sur l'innovation, sur les batteries de demain. Mais il y a également le volet 4 qui va concerner l'accompagnement des sous-traitants automobiles. Sous-traitants automobiles, je précise, c'est ceux qui font en moyenne, sur les 2 dernières années, 40% de leur chiffre d'affaires dans le secteur automobile. Là, sur cette thématique-là, on va pouvoir aller sur des enjeux d'accompagnement vers la transition environnementale. Là-dessus, il s'agira notamment, pourquoi pas, de travailler sur des enjeux de recyclabilité ou d'intégration de matières recyclées ou de réemploi. On a parlé de remanufacturing, on a parlé de black mass. Là aussi, ce sont des enjeux pour lesquels on aura besoin d'avoir des sujets innovants pour pouvoir justement structurer et mettre en place des filières de véhicules électriques de demain. Je passe rapidement sur le Coram parce qu'on attend encore l'appel à projet et là il va être plutôt dédié aux enjeux d'innovation. Et puis il y a également un dispositif fiscal, le C3IV, crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte, pour lesquels on a 4 thématiques qui sont soutenues, dont celle des batteries. Il y a l'éolien, les pompes à chaleur, le photovoltaïque, mais surtout la partie batterie. On est sur un crédit d'impôt qui est très très ambitieux. Puisqu'il peut aller jusqu'à une aide maximale de 200 millions d'euros. Un crédit d'impôt qui ressemble un petit peu à de l'aide publique et de la subvention, puisqu'il y a un dossier d'agrément qui est assez compliqué à mettre en place. Donc là-dessus, si vous êtes concerné par ces thématiques-là, l'idée c'est, avant de se dire qu'on va se lancer dans le C3IV qui semble très intéressant, bien regarder en amont de façon à savoir si vous êtes éligible. Au-delà des programmes nationaux, l'Europe également est tout à fait engagée sur le sujet des batteries. Là, on vous a cité 2 appels à projets, donc 2 dispositifs. Dispositif Horizon Europe, dispositif Innovation Fund. Horizon Europe, on va partir là sur le cluster 5, sur des projets qui peuvent être collaboratifs. L'EIC, on sera plutôt sur de l'individuel. Globalement, si on fait une évolution, on se rend compte qu'on va aller cibler des projets du moins mature au plus mature. Globalement, le cluster 5, Battery for You, on est plutôt sur des TRL 4 à 7. L'EIC, on va être plutôt sur du 6 à 8. Et puis, très clairement, l'Innovation Fund, on sera plutôt sur des projets matures. Retenez un projet de recherche appliquée, on va être plutôt sur le Battery for You. Quand on veut passer de est-ce que je passe d'un POC à une pré-industrialisation, on sera plutôt sur de l'EIC. Et puis là, votre première usine de recyclage des batteries, là, on ira directement sur un projet Innovation Fund. Je passe aussi, on est sur des très très grosses ambitions à l'Innovation Fund, on peut aller sur des tickets autour de 100-200 millions d'euros. Donc vous imaginez bien que avant de se lancer sur un dossier comme celui-ci, il faut véritablement qu'on mène tous les sujets d'analyse et d'audit en amont. Je termine par les facteurs clés concernant la réussite de vos projets ou de vos dossiers de financement public. On va quand même bien dissocier la réussite du projet aussi du dossier de financement. On a mis en avant 5 facteurs. Le premier, c'est l'alignement stratégique. Je vous ai parlé, voilà, est-ce qu'on va être plutôt sur des enjeux de transition environnementale? Est-ce qu'on est sur un projet de souveraineté? Est-ce qu'on est sur un projet de filière? On peut être sur plusieurs stratégies, mais en tous les cas, le discours qu'on va être amené à porter vis-à-vis du financeur va être différent. L'idée, c'est de bien mettre en avant les enjeux du dispositif. Concernant les sujets d'innovation et de valeur ajoutée, on est sur beaucoup de projets de RDI. Quand on parle de recherche, développement et d'innovation, il faut véritablement qu'on ait affaire à une technologie, à des procédés qui soient différenciants. On va regarder l'état de l'art, on va regarder s'il y a des verrous technologiques, s'ils sont levés. Et l'idée, c'est de bien être capable de mesurer les impacts environnementaux. L'ancrage industriel est également solide. En fonction, là, je vous ai parlé des aides nationales ou des aides européennes. Il y a également des dispositifs, des aides qui peuvent être régionales, pour lesquelles on va regarder à la fois le partenariat industriel académique, on va regarder s'il y a eu des publications qui ont été réalisées. Et puis, bien entendu, lorsqu'on est sur un ancrage industriel sur ces projets-là, l'idée, c'est de, bien entendu, avoir la bonne idée, mais d'avoir un vrai modèle économique qui soit solide. Quand on parle de modèle économique solide, qu'on parle d'économie circulaire, on va regarder l'état du gisement, où est ce gisement, on va regarder quels sont les débouchés,
Et l'idée n'est surtout pas, entre guillemets, de déshabiller l'un pour habiller l'autre. Donc il faut véritablement qu'on soit sur un sujet économiquement viable et qui respecte les équilibres qu'on a sur les différents territoires. Je termine juste, l'impact mesurable, ça j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on va être amené à calculer, c'est la tonne de CO2 évitée sur 20 ans, c'est les taux de recyclage. Si on s'est engagé sur des créations d'emplois, ben voilà, l'idée c'est de regarder si on va au bout de l'ensemble de ces sujets-là. Et puis une autre thématique que j'ai pas beaucoup abordée, c'est celle de la traçabilité. J'ai parlé innovation, transition environnementale, les sujets de data, de traçabilité sont également des sujets qui sont particulièrement regardés, scrutés par les financeurs. Donc l'idée, ça montre aussi qu'on est sur des projets qui soient viables. Je termine par le montage financier robuste. Je vous ai parlé de dispositifs qui sont nationaux, européens. J'ai parlé d'aide fiscale, j'ai parlé de subventions. L'idée, c'est de réussir à pouvoir faire un mix de l'ensemble de ces thématiques-là. Je n'ai pas abordé les sujets des prêts. Il y a également aujourd'hui, parce que aujourd'hui l'argent coûte un peu plus cher et se fait de plus en plus rare. Donc aujourd'hui, les sujets des prêts publics qu'on peut organiser par rapport à des prêts privés, ce sont une thématique également sur lesquelles on peut être amené à travailler. Et puis tout l'objectif, voilà, c'est de faire de l'ensemble de ces sujets-là un effet de levier et un sujet de cofinancement pour vos projets d'investissement. Merci à vous pour vos interventions. On va passer à une petite phase de questions-réponses. C'est votre moment, n'hésitez pas. Bon, bien j'en déduis que vous connaissez tout sur les batteries, la REP batterie et l'ICPE 2926, vous êtes calés. Eh bien, merci à vous pour vos interventions, merci à vous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée.